Merci beaucoup Yann. Ce qui était marquant aussi hier, c'est que le gouvernement commence à nous préparer à une crise longue, partie pour durer. Pourtant, les négociations semblent avancer. On semble toujours penser que ça pourrait se résoudre assez rapidement. Alors, où ça en est exactement? Mais on va le voir avec vous, Sophia Dolé. On vous retrouve à Doha, au Qatar. Vous êtes notre envoyé spécial sur place avec Nicolas Auer. Les négociations qui vont bon train, dit-on. Est-ce qu'on sait où on en est précisément aujourd'hui, Sophia? Alors, ce que l'on sait, c'est que ce matin encore, le ministre de l'Intérieur pakistanais s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères iranien pour discuter des dernières propositions américaines. En fait, cette semaine, il y a eu beaucoup d'échanges en coulisses. Il y a eu différents voyages de représentants pakistanais en Iran pour justement essayer de pousser au maximum et faire avancer ces négociations. Selon le média Bloomberg, qui cite des sources iraniennes anonymes, eh bien, les dernières proposition américaine permettrait, je cite, de réduire les divergences entre les deux pays sans pour autant donner plus de détails. Et puis Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a annoncé il y a d'ailleurs quelques minutes qu'il y avait des points positifs et un peu de mouvement dans ces négociations. Et puis par ailleurs, ce matin, selon les médias iraniens, eh bien, la Chine et le Pakistan auraient soumis aux Iraniens un plan en 5 points pour sortir de la guerre. Donc vous le voyez, depuis plusieurs jours déjà, on s'active vraiment en coulisses pour faire avancer ces négociations. Par ailleurs, les Émirats arabes unis estiment qu'il y a 50% de chances pour qu'elles aboutissent. Ouais, bon, les divergences se réduisent, on nous dit, donc on en est où sur la question du détroit d'Ormuz, qui est quand même centrale, hein, on le sait, Sophia, parce que pour l'instant, l'Iran semble sur une position vraiment maximaliste. Oui, puisque l'Iran, en début de semaine, a annoncé officiellement la création de l'autorité du détroit du Golfe Persique, en créant d'ailleurs aussi son compte sur les réseaux sociaux pour communiquer une façon officielle de montrer que l'Iran veut asseoir sa domination sur le détroit d'Ormuz. Et puis, mercredi, l'Iran qui a publié une carte qui montre, qui matérialise la zone qui serait contrôlée par l'Iran pour pouvoir passer ce détroit d'Ormuz. Du côté du Golfe Persique, cette zone, elle s'étend jusqu'à la pointe de l'île de Keshm, jusqu'à la ville de Al Quwain aux Émirats arabes unis. Et du côté du Golfe d'Oman, eh bien, cette zone d'influence iranienne, de contrôle iranienne, irait jusqu'à quasiment la frontière entre les Émirats arabes unis et Oman. Problème d'ailleurs pour les Émirats arabes unis qui comptaient justement sur le port de Fujairah pour contourner le détroit d'Ormuz et ne plus dépendre de l'Iran. Et donc, vous le voyez, l'Iran qui a voulu matérialiser concrètement aux yeux du monde la zone de contrôle du détroit d'Ormuz. D'ailleurs, l'Iran qui a annoncé encore cette semaine avoir laissé passer plusieurs dizaines de navires commerciaux au travers de ce détroit d'Ormuz, des navires qui se sont, je cite, coordonnés avec les Iraniens, avec les forces navales iraniennes et qui vraisemblablement se sont acquittés de frais de passage. Merci beaucoup Sophia, merci à Nicolas Auer qui est avec vous. Et bonjour donc Jean-Paul Chagnolot, vous êtes professeur émérite des universités, président honoraire de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études de la Méditerranée et du Moyen-Orient, auteur de Oublier ou punir, justice pénale internationale et politique aux éditions Cavalier Bleu. Bon, les divergences se réduisent, nous dit-on. Vous y croyez ? Écoutez, c'est un peu une sorte de feuilleton qui n'en finit plus, parce que quand on parle de divergence, on ne sait pas exactement sur quel point elle porte. Et par conséquent, on ne sait pas non plus sur quel point portent les accords possibles, quoi. Mais on connaît à peu près la trame. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'on est en train de tourner autour d'un accord potentiel qui est infiniment plus compliqué à mettre en place que celui que Donald Trump, je ne peux pas ne pas l'évoquer, a déchiré le 8 mai 2018. C'est-à-dire que quand il est arrivé au pouvoir, il a estimé que ce travail qui avait été fait, pas simplement par Obama, mais aussi par la France, la Grande-Bretagne, la Russie, enfin les membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, il a déchiré. Et il y a quelque chose de presque surréaliste entre ce fait de déchirer un accord qui avait mis des années pour être établi et aujourd'hui l'extrême complexité et toutes les conséquences que vous avez évoquées pour essayer d'aboutir à un accord. Et ce contraste, je le trouve terrible parce que c'est un gâchis, mais alors considérable à tous égards, quoi. S'il n'avait pas fait ce geste politique de déchirer l'accord sans raison,
sans raison, sauf peut-être que l'accord avait été justement largement porté par Barack Obama, on n'en serait pas là. Bon, alors évidemment, c'est revenir à une histoire, vous me direz, oui, so what, maintenant on est devant une situation. Donc c'est pour ça qu'on est en train de bricoler, si j'ose dire. Maintenant, il faut faire avec ces stocks d'uranium enrichi qui n'existaient pas à l'époque, à plus de 60%. Il n'existait pas. Ça avance, nous dit-on, sur ce point aussi, ou pas, quoique, puisqu'il serait question de sortir ces stocks et le guide suprême Mojtaba Khamenei aurait donné l'ordre de ne pas les sortir du pays. Alors ça avance à quel endroit exactement? Sur les plateaux, depuis des semaines, on tourne autour de ces fameux 440 kilos. Or, il n'existait pas en 2018, il n'existait pas en 2019. Il commence à être, si on prend les rapports de l'AIEA, il commence à se faire l'enrichissement à partir de 2021, lorsque vraiment les Iraniens considéraient que cet accord était fichu. Et donc, à ce moment-là, ils ont commencé à enrichir. Mais ça, c'est un premier point. Donc, on tourne autour de ces 440 kilos. Mais il y a un autre point qu'on oublie de dire, qui est très important, c'est que l'AIEA a dit qu'elle n'avait plus aucune visibilité sur les activités nucléaires iraniennes depuis 2021. Donc, il y a plein de choses qu'on ignore aujourd'hui. Alors, on a plein de supputations. On dit il y a des villes souterraines, il y a je ne sais quoi, il y a des sites clandestins. Très probablement, mais on n'en sait rien. Donc, si vous voulez, on est dans une espèce d'aveuglement, on ne sait pas où on est. On a perdu le contrôle, déjà. On a perdu le contrôle, oui, c'est ça. On a perdu le contrôle. Et non seulement on a perdu le contrôle de la question majeure du nucléaire, mais en plus, il y a donc cette question du détroit d'Ormuz qui est un peu insoluble à ce jour, en tout cas. Et puis, dans le détroit d'Ormuz, il y a les deux temps. Il y a le temps du blocus, dont on essaie de sortir et qui est un levier dans la négociation, bien entendu. Ça pourra peut-être trouver une solution, probablement même en échange du blocus des ports iraniens par les États-Unis. Mais derrière, il est très probable, ça a été très bien dit dans votre reportage, il y aura un contrôle sans doute dans des conditions tout à fait contraires au droit international, contrôle du détroit par l'Iran avec l'idée de mettre du péage et tout ça. Et quand on regarde la carte, si je reviens à la carte, après être parti en 2018, je reviens à l'actualité, eh bien la carte, elle fait fi complètement d'une réalité concrète qui est que... Mais ça, personne ne peut l'accepter, qu'on soit bien clair. Ni les Émirats, ni les pays qui dépendent de ce pétrole. C'est ce que je veux dire, c'est que vous avez sur cette carte, il y a en droit maritime, tout le monde le sait, il y a des eaux qui sont territoriales, c'est-à-dire sur lesquelles la souveraineté de l'État peut s'exercer, puis ensuite il y a des eaux internationales. La question des eaux territoriales est compliquée parce que selon la convention sur le droit de la mer, c'est 12 000, et là, on ne sait pas si c'est 3 ou 12. Mais admettons que ce soit 12 000, quand on regarde la carte, sur un détroit qui fait 50 km de large, vous voyez bien que ça prend une grande partie, mais il resterait quand même des eaux internationales, évidemment, selon l'endroit où on se trouve. C'est assez compliqué. Mais là, dans cette carte, tout ceci est gommé. C'est comme si il mettait la main. C'est un coup de force, en quelque sorte, par rapport au droit international. Et en plus, ça affecte directement les eaux territoriales et d'Oman et des Émirats arabes unis. Il suffit de regarder la carte. Le port de Fougera dont vous parlez, évidemment, c'est émirati. Un coup de force qu'ils ont les moyens de faire respecter avec des moyens militaires. C'est ce nous apprend la presse américaine. La plupart des rampes de lancement au bord de détroit d'Ormuz sont actuellement en état de fonctionnement. Comment vous expliquez cet échec des États-Unis à mettre hors service aujourd'hui ce qui bloque le passage dans ce détroit? On en a souvent parlé, des arguments tournent un peu en rond, mais c'est vrai que c'était une guerre de choix. Tout le monde se souvient de cet article dans le New York Times où on explique que c'est Netanyahou qui voulait absolument convaincre Trump. Je confonds les deux du coup. Merci. Et qui a réussi. Mais il faut bien voir que c'est une absurdité. Il a réussi à lui vendre un récit consistant à dire on va liquider les dirigeants, le peuple va se soulever, et puis voilà, ça sera facile, on connaît la suite. Donc on est dans cette situation tout à fait contradictoire, et cette guerre de choix, elle a été improvisée, même pour quelqu'un qui n'est pas... Moi, je ne suis pas militaire, mais il y a des choses que j'aurais vues d'emblée. La première chose que j'aurais vue d'emblée, d'ailleurs, que tout le monde voyait, c'était que les Iraniens allaient utiliser le détroit d'Ormuz. Et ça n'a même pas été anticipé. Puis il faut rajouter aussi... Parce que jamais l'Iran n'avait bloqué le détroit d'Ormuz. Donc dans l'esprit collectif, c'était impossible, inconcevable. Jusqu'au 28 février. À certains moments, il y avait évidemment beaucoup de heurts, notamment pendant la guerre Irak-Iran, mais il n'y avait jamais eu de bloc. Il y a toujours eu la liberté de navigation. Donc c'est rien que ça, si vous voulez, que les Américains n'aient pas vu ça. Ensuite, vous pouvez rajouter des aspects techniques qui sont la question des mines. Il y a quand même une chose extraordinaire, c'est qu'il suffit que les Iraniens disent qu'il y a des mines pour que tout soit bloqué, même s'il n'y en a pas. Il est possible qu'il y en ait, personne n'en sait rien. Et puis il y a un troisième facteur là, qui vient de sortir, si j'ose dire, qui est l'idée
par les Iraniens de couper les câbles qui alimentent Internet. Alors ça serait absolument désastreux, y compris pour eux-mêmes. Enfin, en tout cas, ils ont toute une panoplie comme ça de menaces et qui fait qu'ils se sentent aujourd'hui, à tort ou à raison, j'en sais rien, dans une position de force. Mais on est dans une négociation, donc ils mettent leurs atouts en avant, bien sûr. Est-ce que tout de même, ça avance? C'est ce qu'on essaye de comprendre, et Christophe Gascard nous a rejoint pour nous aider aussi à avoir plus clair sur ce qui se passe en ce moment en Iran, parce qu'on a le chef de l'armée pakistanaise qui est sur place, et c'est pas anecdotique du tout dans ces négociations, Christophe. Oui, vous avez raison d'en parler. Le puissant chef de l'armée pakistanaise s'appelle Asim Mounir et c'est peut-être l'homme qui permet en tout cas de parler à la fois aux Iraniens mais également à Washington, puisque Donald Trump, qui n'aime pas grand monde, le porte dans son cœur. Il aurait même rapporté que c'était son maréchal préféré. Alors pourquoi cet homme est important? Parce que selon plusieurs agences de presse iranienne, il devrait donc se rendre aujourd'hui en Iran. On sait que le Pakistan multiplie justement depuis ces dernières semaines les efforts de médiation. Ces derniers jours, il y avait d'ailleurs le ministre de l'Intérieur qui s'y était rendu 2 fois pour permettre justement d'essayer de trouver un début de négociation, j'allais dire, puisque comme vous le disiez très justement, pour l'instant, on n'en est qu'à cette étape-là. Tout à l'heure, on parlait des responsables émiratis qui estimaient à 50-50 les chances d'un accord justement avec les États-Unis sur le détroit d'Ormuz. Donc, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Ce qui veut dire une chance sur 2, mais ce qui veut dire aussi de trouver finalement... Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher en fait. Oui, mais c'est aussi, derrière le 50-50, on peut aussi le voir comme ça, c'est du gagnant-gagnant. Il faut aussi que les deux parties arrivent finalement à sauver la face. Oui. D'une part, que les Américains et Donald Trump arrivent à trouver une sorte de désescalade, et ce qui se dit, c'est qu'en fait, elle se ferait surtout en 3 étapes. D'une part, d'arrêter la guerre, de rouvrir Hormuz, et puis de lancer de vraies négociations plus larges. On voit que relancer des négociations plus larges, c'est presque en 3e point. Donc pourquoi je dis ça? C'est que ça va mettre du temps, ça va durer, et que l'objectif principal pour les Américains, surtout, c'est de rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz. Donc ils vont être obligés de faire des concessions, peut-être effectivement sur les fameux 440 kilos d'uranium enrichi, dont on ne sait pas d'ailleurs où il se trouve en Iran, mais c'est la réouverture des détroits d'Ormuz qui reste prioritaire pour Washington. Donc faire des concessions, ça veut dire accepter que l'Iran les garde, parce qu'il était question maintenant qu'ils soient carrément envoyés aux États-Unis. Là, on dit aujourd'hui... Enfin, tout a circulé un peu sur la Bien question. Sûr. Mais l'idée que ça puisse aller aux États-Unis, il faut l'écarter, parce que jamais les Iraniens n'accepteront. Il y a eu un précédent de nucléaire civil qui a été exfiltré du côté de la Russie pour la centrale de Boucher il y a quelques années. Donc on peut imaginer éventuellement quelque chose comme ça. Ils ont des accords avec Rosatom, qui est l'agence atomique russe, les Russes vis-à-vis de l'Iran. Et puis il y a le Pakistan, bien évidemment, bien sûr. Donc, pourraient effectivement les retirer. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que derrière ces annonces, derrière ces responsables émiratis qui estiment à 50-50 les chances d'un accord États-Unis sur les détroits d'Ormuz, c'est que dans tous les cas, il faudra faire des concessions à la fois du côté de Washington et également du côté de Téhéran. Ouais, bon. En tout cas, au niveau politique, en France, on nous prépare à une guerre longue. On ne dit pas, vous inquiétez pas, c'est réglé dans quelques jours, quelques semaines. Sébastien Lecornu a été très clair là-dessus hier. Quel que soit le cas de figure d'ailleurs, on le réécoute. Cette guerre va durer, soit de manière froide, comme on l'a actuellement, on peut le constater, soit malheureusement aussi avec une reprise des conflits et des frappes, ce qui est un scénario évidemment possible. Et au fond, on le voit aussi, le temps devient une arme en tant que telle des belligérants, et singulièrement des gardiens de la Révolution, puisqu'ils le savent, la pression exercée sur Hormuz est une pression sur l'ensemble de l'économie mondiale, y compris d'ailleurs en Asie. Et donc, si ce temps devient une arme, il faut également, pour nous, en tirer des conclusions. Bon, c'est pas très optimiste, ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Matignon, à l'Élysée, on considère qu'on y est encore pour des mois à minima. Enfin, c'est ce qu'on comprend. Des mois à minima. C'est-à-dire, là, clairement, hier, ils nous ont dit... Alors, il y a encore quelques semaines, on pouvait y croire un peu. Il y avait un scénario optimiste où le conflit se terminait et finalement, avant l'été, les prix à la pompe redescendaient gentiment et puis hop, on partait en vacances. Ça, c'est abandonné. C'est terminé. Maintenant, le scénario le plus optimiste évoqué par Sébastien Lecornu hier, c'est un conflit de plusieurs mois et un retour à la normale diplomatique et de l'économie mondiale entre l'été et l'automne. L'automne pouvant se terminer assez tard. Donc,
Ça, c'est le scénario le plus optimiste. Et il évoque aussi un scénario noir qui ne veut pas trop développer, mais qui existe aussi, qui est sur la table, parce qu'il faut se préparer, et donc on prépare les esprits, où le conflit au Moyen-Orient s'installe durablement. Je ne pense pas que vous allez me démentir, c'est quand même une possibilité. Et qui se renforcerait avec des destructions d'installations pétrolières, voire d'autres verrous maritimes, des sites clés qui pourraient être bloqués, en plus du détroit d'Ormuz, notamment un détroit qui est entre le canal de Suez et le golfe d'Aden, qui pourrait être bloqué par les Houthis. Et donc là, en fait, il y a un scénario noir sur la table où là, on s'installe dans un conflit qui dure peut-être bien plus que des mois. Oui, et oui. Oui, des mois, voire des années. Enfin, ça veut dire quoi? Qu'ils pensent à Matignon que les discussions qui sont en cours actuellement vont pas aboutir? Il y a plusieurs niveaux dans cette affaire. D'abord, le premier point, c'est que si, comme les Cornus vient de l'évoquer, la guerre reprend, là c'est la catastrophe. Et là, pour le coup, on entre dans quelque chose parce que, qui est sans limite. Parce que ça signifie que s'il y a des frappes des Américains, des Israéliens sur l'Iran, il est évident que, surtout si c'est des infrastructures civiles, il y aura évidemment des représailles terribles. Donc quand Trump nous dit dimanche dernier, j'ai failli reprendre les frappes, c'est vraiment sueur froide aujourd'hui partout en Europe, y compris le premier scénario, c'est celui-là. Et là, vraiment, on ouvre une boîte de Pandore terrible. On ne sait pas du tout comment on pourra maîtriser ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si ça reste dans cette espèce de situation de guerre froide, entre guillemets, et si les négociations, malgré tout, progressent, de toute façon, je crois que les données globales sur beaucoup de sujets seront complètement différentes après cette guerre. Et par conséquent, tout va changer. Je voudrais deux exemples ou trois. Le premier exemple, c'est évidemment pour les Émirats du Golfe ou les pays du Golfe. Il est évident qu'ils sont dans une situation de déstabilisation qu'ils n'ont jamais connu la guerre sur leur sol, sauf le Koweït, bien entendu. Et donc ça il va falloir tout repenser. Ça, c'est une première conséquence énorme. La seconde, évidemment, c'est le contrôle d'Ormuz qui est différent du blocus. Et le contrôle signifierait quoi? Signiffierait peut-être des péages. Ça signifierait donc que le surenchérissement des hydrocarbures pourrait continuer. Ouais. Vous voyez. Et puis, avec le scénario catastrophe pour l'économie française, d'ailleurs, on l'évoquait tout à l'heure. Justement, donc et à mon avis, c'est malheureusement un scénario très possible, je n'ose pas dire probable parce que je n'en sais rien, mais vous voyez bien, s'il y a un contrôle, comme ça a été indiqué, même moindre que dans les cartes évoquées, il est clair que ça aura des conséquences pour nous, enfin pour toute l'économie. Puis le troisième point, qui est à mes yeux fondamental et dont on ne parle pas, c'est la question de la prolifération nucléaire. La prolifération nucléaire, il y a aujourd'hui une conférence dont on ne parle pas beaucoup dans les médias et qu'il faudrait aborder, c'est la conférence d'examen du traité de non-prolifération qui a lieu tous les 5 ans. En ce moment, elle a lieu à New York. Et on parle de ces sujets. Et la prolifération est très, très largement affaiblie aujourd'hui. Et donc, dans cette affaire, ça peut être affaibli par le fait que les Iraniens pourraient conserver une maîtrise du nucléaire sous une forme ou sous une autre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants ici ou là qui doivent se dire mais quel est le seul moyen de protéger notre intégrité territoriale, c'est d'avoir l'arme atomique, bien sûr. Et c'est ce que doivent penser certains dirigeants iraniens, c'est ce que pensent probablement des Saoudiens, ce que pensent les Coréens du Sud et beaucoup d'autres. Et c'est pour ça que je dis que ce troisième niveau d'implication, on n'a pas fini d'en parler, et c'est le plus préoccupant, parce que la prolifération nucléaire, c'est évidemment gravissime, quoi. Oui, Guillaume. Un mot sur le discours de Sébastien Lecornu. Tout ce qu'il pouvait faire hier, finalement, c'était rassurer les Français, rassurer les consommateurs. Je ne sais pas s'il nous a rassurés, en l'occurrence. Non, il n'a pas vraiment rassuré. Et puis, il y avait un message aussi en creux au marché financier. C'est, oui, la guerre va nous coûter, alors, ça sera plus 6 milliards, ça sera peut-être 8 milliards, ça peut être plus. Mais il n'a pas donné de chiffres. Il n'a pas donné de chiffres, il n'en aura pas avant le mois prochain. Mais en face, il l'a dit et répété, il y aura des économies en face. Il y aura des économies du même montant en face. Où est-ce qu'il va les trouver, on ne sait pas. Mais là, clairement, il y a la volonté de rassurer les marchés financiers parce que vous voyez ce qui se passe en ce moment sur les taux d'emprunt français. Ça monte doucement, mais sûrement. 3,8. Ça veut dire que ça nous coûte plus cher de rembourser notre... Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça, c'est de la nitroglycérine. C'est-à-dire que le taux d'emprunt français à 10 ans, c'est quelque chose que le président de la République, le Premier ministre, les ministres, tout le monde regarde en permanence toute la journée et surveille comme le lait sur le feu. Concrètement, la conséquence, c'est quoi, qu'on comprenne bien? Ça veut dire que d'ores et déjà... La part du budget qu'on consacre à rembourser... ça se chiffre en milliards. C'est-à-dire que là, quand on a commencé à vous dire il y a quelques semaines, la guerre va nous coûter 6 milliards, il y avait déjà 4 milliards. Sur ces 6 milliards, vous en aviez 4 milliards qui étaient dus au fait que nos taux d'emprunt ont augmenté depuis le début de la guerre. Ce sont des taux d'emprunt de plus en plus élevés parce que la France s'endette. Donc c'est un espèce de cercle vicieux. Ça veut dire des milliards qui s'ajoutent tous les ans. Ça veut dire des milliards que vous ne pouvez pas affecter à d'autres priorités. Et ça peut paraître loin des préoccupations des Français, mais des milliards de dettes, des milliards à rembourser les intérêts, ça veut dire que derrière, il faut faire des choix politiques, des coups de rabot, pas à l'aveugle a promis le gouvernement, mais il y en aura. Effectivement, ça a été très clair hier.
Le gouvernement a aussi promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Oui. C'est plus ou moins vrai parce que les entreprises commencent déjà à dire oui, alors peut-être qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, mais enfin, les allègements de charges qu'on nous avait promis, finalement, hop. Ça, c'est entériné depuis ce matin. C'est entériné Voilà. depuis ce matin, il n'y en aura pas des supplémentaires. Non. Donc, ça va être très concret pour les Français. On ne sait pas encore à quoi va ressembler ce budget, mais il va être marqué par le saut de À l'austérité. quelques mois d'échéance électorale quand même très Assez importante avec une présidentielle en France et on le voit bien avec l'accentuation de cette élection avec la probable annonce de Gabriel Attal aujourd'hui et puis d'autres candidats. On voit bien que l'économie et pas seulement l'économie, j'allais dire l'actualité internationale va bousculer l'économie et donc va être au cœur finalement de cette campagne présidentielle. Et là, on se situe dans une phase où, pour l'instant, on va vers ces négociations à 50-50 que vous avez évoquées. Mais s'il y a une reprise des hostilités... Elle est toujours possible. Elle est toujours possible, évidemment. Non, mais il a vraiment failli reprendre la guerre. Je vais vous répondre avec précision, c'est du 50-50. C'est un peu comme pour la paix. C'est vraiment ça, parce que si on dit 50-50 pour les négociations, ça veut dire que c'est aussi vrai pour la reprise. Mais on se dit aussi que les conséquences seraient tellement graves qu'il ne le ferait pas. Bien on a sûr, tort de mais bien penser sûr, comme ça. s'il y avait un minimum de rationalité, il ne le ferait pas. Alors, Parce que sinon, toutes les implications dont vous avez parlé, c'est puissance 15, tout ce que vous avez dit, notamment sur les taux d'emprunt. Évidemment, si nous entrons à nouveau dans cette guerre, par définition, cette guerre est imprévisible et on ne sait pas comment l'arrêter. Et si on la reprend, ça sera vraiment une catastrophe, vraiment. Là, vous avez un risque au niveau européen. On est tous embarqués dans le même bateau, effectivement, parce que la guerre fait des ravages sur le plan économique en Europe. Mais la France, Christophe avait raison de le rappeler, est confrontée à une situation politique absolument inextricable. Vous avez une campagne qui va arriver qui sera d'une brutalité inouïe. Et tout ça, mis bout à bout, ça peut faire que nos taux d'emprunt s'envolent littéralement. Et rappelez-vous encore une fois ce qui est arrivé au Royaume-Uni en 2022 sous Liz Truss, quand la Grande-Bretagne s'est retrouvée attaquée littéralement par les marchés financiers. Parfois, ça part de rien et ça peut faire énormément de dégâts. Donc vraiment, vraiment, attention aux prochains mois pour la France. Sauf pour que là, il y a l'euro françaises. quand même qui nous protège, à la différence de la livre quand même. Oui, mais la France commence à être dans le bien viseur. sûr, bien sûr. Parce que la situation internationale est ce qu'elle est, mais avec une situation politique qui, depuis la Et c'est là où dissolution, l'euro fait a beaucoup tout de de même dégâts. du poids dans une situation comme celle-là. Il faut espérer. Et on va continuer à en parler, notamment puisque Marco Rubio, on le rappelle, est le chef de la diplomatie américaine, est actuellement en Suède. Il rencontre les différents ministres des Affaires étrangères européens et en l'occurrence Oui, de parce qu'il y a des l'OTAN. conséquences en Europe aussi. Pourquoi ? Parce que les Américains sont pas du tout contents de l'OTAN qui n'a pas fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire intervenir dans cette guerre. Et on va vous entendre là-dessus, Christophe, juste après justement cette déclaration de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Je comprends pourquoi l'OTAN est bénéfique pour l'Europe, mais pourquoi l'est-elle pour l'Amérique ? Parce qu'elle nous fournit des bases dans la région qui nous permettent de projeter notre puissance en cas de conflit au Moyen-Orient ou ailleurs ? Si c'est la principale raison de notre adhésion à l'OTAN, et que les pays comme l'Espagne nous refusent l'accès à ces bases, alors à quoi bon être membre de l'OTAN ? Par ailleurs, il faut reconnaître que d'autres pays de l'OTAN se sont montrés très coopératifs, mais il est nécessaire d'en discuter. Alors, quand on parlait de conséquences sur tous les domaines, on en a donc même au niveau de l'OTAN, avec cette espèce de chaud-froid, notamment sur les troupes américaines qui vont rester en Europe ou pas. Et puis, peut-être, pourquoi pas, effectivement, des déclarations aujourd'hui, dans la veine de ce qu'on vient d'entendre, avec des conséquences, peut-être pour l'Espagne, Christophe Gascard. Oui, et on voit bien dans les mots du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qu'il y a les bons élèves européens et puis les mauvais élèves, effectivement, et l'Espagne. Et on sait que c'est extrêmement tendu, en l'occurrence, pour Donald Trump vis-à-vis de l'Espagne et de ce qui s'est passé récemment. C'est-à-dire qu'ils ont refusé que les États-Unis utilisent leurs bases pour aller frapper en Iran. Ils disent l'OTAN, c'est du donnant-donnant. Si vous ne nous laissez pas utiliser vos bases, pourquoi on vous aiderait en Europe ? Et Marco Rubio a dit cela aujourd'hui. Il a dit vous connaissez finalement nos différences avec ces pays-là. Elles sont bien connues, mais il faudra y répondre. Mais cela ne sera ni résolu ni abordé aujourd'hui. Il y a un moment où ça va être abordé. Et ça va être abordé en juin, justement, lorsque Donald Trump va se rendre en France pour ce sommet du G7. Là, à mon avis, je pense que ça peut être assez saignant, j'allais dire. Le mot est choisi avec des guillemets, mais parce qu'on sait qu'à chaque fois que Donald Trump vient à un G7, il fait en sorte soit de quitter la table des négociations bien avant, soit de tweeter lorsqu'il est dans un avion retour et de régler ses comptes comme il l'avait fait au Canada. Donc on peut imaginer que l'Europe risque de prendre quelques coups diplomatiques ou en tout cas des mots qui sont assez bien sentis. Ouais. Ou bien, qui sait, des nouveaux tarifs, des nouveaux droits de douane. Jean-Paul Chagnollaud, c'est le monde de l'incertitude permanente dans lequel on est rentré ?
Je crains que ce soit pour un long moment. Effectivement, oui. Les quelques éléments que j'ai évoqués, ils sont systémiques, ils sont structurels. Les Nations Unies ne sont plus en capacité d'agir, même s'ils avaient beaucoup de difficultés à le faire. Le droit international est mis de côté. Et le seul endroit où, à mon avis, il pourrait y avoir un ressourcement du droit international, une réaffirmation avec force, c'est l'Union européenne. Pas simplement les Européens tous ensemble, mais l'Union européenne. Or, l'Union européenne, malheureusement, est comme aux abonnés absents la plupart du temps, en raison des contradictions qui subsistent, alors même que nous traversons une période tout à fait décisive. Je crois, c'est pas pour faire des choses un peu trop lyriques, mais je pense que nous vivons un tournant dans l'histoire des relations internationales, à l'évidence, quoi. Et la guerre du Moyen-Orient est quelque part un peu un révélateur de ce tournant, qui nous amène vers un monde, effectivement, qui sera vraiment très, très dur, quoi. Mais c'est aussi lié à quelques personnages, car finalement, en dernière instance, le grand responsable de tout ça, c'est Netanyahou qui a persuadé Trump, et c'est Trump aussi par sa façon complètement erratique de faire les choses, quoi. Et c'est extrêmement préoccupant pour l'avenir, bien sûr. Alors la seule peut-être note d'espoir pour ne pas démoraliser tout le monde, c'est qu'il y a des midterms qui vont aux États-Unis peut-être rééquilibrer les choses, les démocrates ayant des positions aux États-Unis. Et des élections législatives également en Israël. Donc en Israël, ça ne changera pas grand-chose, mais aux États-Unis, ça peut changer quelque chose parce que ça pourrait bloquer le système avec un congrès qui serait en partie, en tout cas à la Chambre des représentants, où les démocrates auraient leur mot à dire. Voilà, et ça peut un peu rééquilibrer cette situation assez chaotique dans laquelle nous sommes entrés. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnot, merci à tous les quatre. On marque une courte pause mais on se retrouve dans un instant pour les suites judiciaires du coup de filet de mercredi dans le périscolaire à Paris. 3 personnes vont être déférées devant un juge. La justice est-elle enfin à la hauteur du drame qui se passe dans ces écoles? Les enfants sont-ils désormais protégés? On en parlera en plateau avec nos experts, dont l'avocate de 3 familles de petites victimes. C'est à suivre dans quelques minutes sur France Info. À tout de suite.